Bonjour et merci de votre curiosité et surtout du temps que vous prenez pour nous écouter. Peut-être un signe que vous êtes comme nous, des acteurs du changement qui œuvrent pour faire bouger les lignes et empreindre les cœurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un marqueur de futur, enfin une marqueuse de futur, Marie-Pierre Vidal. Et elle marque pas n'importe quel futur, elle marque celui des enfants. Des enfants précoces, surdoués, pour qu'ils se construisent une place dans notre monde d'aujourd'hui. Elle aide également les parents et les institutions à contribuer à créer un environnement propice au respect et à la singularité de chacun dans ce qu'ils ont d'unique à offrir au monde. Bonjour Marie-Pierre et merci vraiment d'avoir répondu présente à cet appel. Voilà, j'avais envie de faire découvrir aux auditeurs la personne que tu es parce que je crois vraiment fondamentalement en ce à quoi tu œuvres. Alors, qui es-tu ? Alors, qui je suis? Alors oui, je vais débuter par psychologue clinicienne, voilà. Ouais. Après, maman de 3 enfants, voilà, donc j'ai eu l'impression de m'occuper de mes enfants jusque-là, d'un peu moins m'en occuper maintenant, d'avoir, pu m'occuper des enfants des autres et de plus en plus de m'occuper des enfants des autres. Ça se concrétise comment ce... Ah bah, à plusieurs niveaux, hein, par l'accompagnement, hein, c'est-à-dire je suis quand même sur des accompagnements multiples. Alors, il y a l'accompagnement au cabinet, accompagnement d'ados, d'enfants, de parents, de couples, accompagnement d'enseignants qui viennent en tant que personnes, mais par rapport à leur pratique enseignante, l'accompagnement, oui, d'enseignants quand je fais des conférences, l'accompagnement, d'équipes quand pareil, je monte des conférences pour tout on me demande d'intervenir sur des essentiellement collège-lycée, hein, hem J'accompagne, les futurs psychologues, à leur concours, par l'intermédiaire du CNED. J'accompagne aussi, me semble-t-il, les enfants et les parents à travers, de textes que je peux écrire, avec mon petit personnage Barnabé, voilà et puis d'autres personnages, voilà avec la collection 10, le club des 10, que Flammarion, m'a donné l'opportunité d'organiser. Voilà donc j'ai l'impression qu'à plein d'endroits différents, je crée des outils où je donne les moyens, heu, ouais, aux uns et aux autres d'accompagner leur vie ou d'accompagner, leurs enfants ou d'accompagner leur travail, d'accompagner, oui, quelque chose, oui, ça part dans tous les sens, hein. Euh, à la fois ça part dans tous les sens, mais il y a un lien, il y a un lien quand même commun. Il y a une clé essentielle, fondamentale dans ce que tu dis. Ce serait quoi ? Il y a quand même, le point, c'est, les personnes, extraordinaires ou les personnes atypiques. Le point commun, c'est, d'accompagner, des personnes qui ne se sentent pas adaptées, qui sont en souffrance de l'écart, entre, eux et les autres ou eux et le système. Voilà, c'est leur permettre à un moment donné de s'accomplir et d'accepter qui ils sont pour, trouver leur place bien à elles. Dans ma philosophie, il y a de la place pour tout le monde et c'est la diversité qui fait le monde. Et éviter effectivement que ces personnes-là se sentent à la marge, au plan négatif du terme, mais se sentent, au contraire, partie prenante d'un monde dans lequel, il contribue, de sa diversité, de sa créativité, de sa puissance. Voilà, donc les personnes qui viennent voir un psy, c'est qu'ils ont un problème ou c'est qu'ils ont des difficultés, enfin, c'est qu'il y a du mal-être. Les personnes qui vont me proposer effectivement de venir faire une conférence, c'est que l'équipe est en souffrance de quelque chose. Voilà, donc il y a quelque chose autour effectivement de la souffrance, qui est le pendant de ce que moi j'appelle être la bientraitance, hein, que, que je cherche à, oui, à accompagner, peut-être pas à gommer, mais à surpasser, à dépasser. Voilà, on est vraiment sur le concept de résilience. Ouais, la résilience. Et puis, tu as dit le mot bientraitance. Est-ce que tu peux donner une définition simple de ce que c'est la bientraitance pour toi ? Alors, la bientraitance, c'est quand même un concept, hein. C'est un concept qui nous arrive de Rappaport, qui nous arrive de l'aide sociale à l'enfance. Et
enfin, voilà, ça arrive en fait du lit de la maltraitance, hein. Et en fait, la bientraitance, c'était comment bien traiter les personnes qui s'occupent des enfants de l'ASE. Voilà. Et ça a été repris, récupéré, donc sans, là, il y avait un tiret hein, entre le bien et la traitance. Ça a été repris en fait depuis peu par la Haute Autorité de Santé. Et donc, c'est vraiment un accompagnement aux patients. C'est comment l'hôpital accompagne l'usager et comment le médecin finalement est au service de son patient. Et donc dans le cadre pédagogique, c'est comment l'enseignant normalement est censé être au service de l'usager étant l'enfant. Donc c'est pas un rapport de maître à élève avec un enfant qui est obligé d'être scolarisé et qui doit se soumettre à l'autorité de son maître, mais c'est bien un enseignant qui est là pour accompagner l'enfant dans son parcours, non pas de soins, mais dans son parcours d'apprentissage. Et donc, l'enseignant est au service de cet usager, de l'enfant, pour l'accompagner. Et donc, par exemple, dans le champ médical, le médecin, s'il ne recueille pas les signes pathologiques du patient, si le patient ne lui dit pas ses symptômes, il est incapable de l'accompagner, de le soigner correctement. S'il n'a pas l'engagement et la coopération du patient, le patient peut ne pas prendre son traitement et jamais le médecin ne pourra être en succès de guérir son patient. Ben, il en est de même dans d'autres configurations éducatives, le parent avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on doit être un minimum dans la négociation et dans l'accompagnement de l'enfant dans son éducation, et il en est de même à l'école, c'est-à-dire toute position asymétrique qui peut mettre donc l'autre en situation de dépendance doit nécessiter une vraie réflexion philosophique, éthique sur quelle est la place de chacun. Et l'adulte ou le savant ou celui qui a effectivement plus de bagages ne doit pas utiliser ses bagages pour écraser l'autre ou pour comment dire imposer des modalités de pensée, mais doit utiliser effectivement ses bagages pour au service d'une meilleure compréhension et d'une connaissance des orientations possibles. Mais le patient qui fait le choix de ne pas faire de chimio, mais plutôt de ceci, mais plutôt de cela, c'est son choix, il doit être respecté. L'enfant qui préfère faire des calculs en ligne plutôt que des calculs posés à la façon de Brissot, s'il arrive au résultat, si ça correspond à ses modalités, et s'il y adhère et s'il est engagé. Voilà. Donc c'est vraiment en termes de la bientraitance, c'est permettre de s'ajuster aux besoins de la personne pour que celle-ci puisse à un moment donné être accompagnée et s'émanciper de cet accompagnement pour à un moment donné fonctionner de façon autonome. Moi, je suis assez basique. Je me dis, ben voilà, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Je fais de l'accompagnement depuis 20 ans. Et quand même, je dois l'avouer, la bientraitance, j'essaye, mais des fois, c'est dur. Voilà, j'essaie, je pense, de mettre un cadre structurant, tout en laissant à l'intérieur de ce cadre une certaine liberté d'action pour arriver au résultat attendu. Est-ce que c'est ça, de la bientraitance, ou est-ce qu'il y a d'autres clés? Tu vois? La bientraitance, c'est pas effectivement répondre aux désirs ou anticiper les désirs de l'enfant. La bientraitance, c'est savoir effectivement les besoins de la société, savoir les besoins de l'enfant et arriver à concilier et à tenir compte à la fois des besoins qui ne sont pas nécessairement les nôtres, mais qui vont s'imposer à l'enfant et faire le bout de chemin avec les besoins de l'enfant. Un exemple tout bête, l'enfant qui veut effectivement des fraises tagada, ça va pas du tout être bien traitant de lui arracher le paquet des mains en lui disant là, ça y est, c'est bon, t'en as mangé 3, tu vas pas manger le paquet entier. Bon, c'est pas très bien traitant en soi, hein, lui arracher le paquet des mains. Mais dans l'action même, elle peut paraître même un petit peu brutale et voilà. Mais si auparavant on lui a dit écoute, je viens de manger 3, si on l'a contractualisé avec lui que ça serait 3 et pas plus, si d'ailleurs on a tellement confiance dans l'enfant qu'on lui donne pas les 3 fraises Sagada, on lui laisse le paquet, en espérant effectivement qu'elle va s'arrêter au bout de 3, mais en ayant quand même en tête parce que ça va être compliqué pour elle de se freiner, donc il y a la tentation. Et d'ailleurs, lui arrachant, écoute, on l'avait dit avant, et être pas du tout mal à l'aise avec le fait qu'on lui arrache, parce que c'était convenu avant, ça me semble extrêmement bien traitant. Et derrière, il ne s'agit pas non plus de se justifier, mais de lui dire voilà, c'était convenu. Et puis tu sais pourquoi.
Et puis je le fais justement parce que je t'aime, et puis j'aime suffisamment aussi tes dents pour éviter qu'elles soient cariées, et puis on va manger tout à l'heure, et puis tu vois, on en a déjà parlé de tout ça. Enfin, voilà. Moi, ça me semble effectivement correspondre à de la bientraitance. Le besoin de l'enfant, c'est davantage de manger son repas du midi que de faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Comment dire, de dépasser des limites qu'on sait qu'elle va peut-être dépasser, et c'est même bien qu'elle s'y essaye. On va aussi accepter le fait que, eh ben, elle nous a pas obéi. Et on va pas se sentir attaqué dans le fait qu'elle nous a pas obéi, parce que d'ailleurs, c'est même plus une question d'obéissance. On a contractualisé un truc avec l'enfant, on sait qu'elle va peut-être pas le respecter, elle le respecte, c'est bon, elle a son petit Jiminy Cricket qui est plus sur l'épaule, qui est bien déjà implanté en termes de surmoi, ok, super. Soit elle tente effectivement de faire autrement. Bon, c'est une occasion supplémentaire qui m'est donnée en tant que maman de retravailler les limites, de retravailler son incapacité présente, mais transitoire, de se frustrer elle-même, de s'auto-limiter elle-même, et je suis là pour lui rappeler la limite. Pour moi, la bientraitance, c'est ça, c'est ce jeu-là dans la transition, dans la relation de il n'y a pas un vainqueur ou il n'y a pas un perdant. C'est-à-dire que souvent, moi, les parents au cabinet me disent ah ben oui, mais alors du coup, Il a si elle a gagné. la moitié du le temps que je revienne, c'est que elle n'a pas respecté mon autorité. Bah non, elle n'a pas respecté le contrat, c'est tout. Et c'est bien qu'elle sache qu'elle n'a pas respecté le contrat. Mais on n'est pas attaqué soi-même au plan de l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est plus une forme de respect. Puis il peut y avoir aussi des éléments de peur. Enfin, les cinq émotions de base sont indispensables dans la bientraitance. Et dans les 5 émotions, il y a aussi la peur. De dire à l'enfant, écoute, si tu continues comme ça, tu n'auras plus faim et je risque de me fâcher au moment du repas, parce que je serai pas content. Voilà, bah oui, ça peut faire peur. Ou, bah écoute, c'est simple, vas-y, finis ton paquet, et puis on prend direct rendez-vous chez le dentiste. Voilà, ça peut lui faire peur que de devoir aller chez le médecin, etc. Ou ça peut la dégoûter. Oh mince, plutôt que de jouer, je suis dégoûtée, je vais devoir aller passer du temps chez le dentiste. Enfin, ou ça peut la mettre en colère. Oh, je suis en colère, t'avais dit que je pouvais manger des tagadas. Bah oui, je te rappelle le contrat, c'était 3. Enfin, voilà. Donc toutes les émotions. Voilà. Et soi-même en tant que parent, être au clair avec ses émotions et les exprimer, je trouve ça extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a un vrai souci de gestion des émotions des enfants, mais parce que les parents, ils doivent s'imaginer que bien traiter ou la psychologie positive, c'est tout faire avec le sourire. Oh non, ma petite Fifi, il fallait pas manger le 3e tagada. Non, t'as dérogé à la règle de base, je suis pas contente, et voilà. Et puis j'ai peur pour toi, pour tes dents, et puis voilà, donc on peut. Oh, puis je suis dégoûtée parce que je pensais vraiment que t'aurais. Ça me semble intéressant, ça fait partie, c'est-à-dire que oui, c'est un échange mutuel d'égal à égal, quoi, finalement. Que ça ne va pas marcher du premier coup, que ça marchera une fois, que ça ne marchera pas la deuxième fois, que ça marchera dans un contexte et pas dans un autre, et que c'est en construction. Et que pour autant, c'est ni l'enfant qui est mal élevé, ni la mère qui n'est pas en capacité de. Donc, on est vraiment sur des concepts très winnicottiens, être une mère suffisamment bonne, mais avec aussi ses limites, travailler sur l'espace transitionnel, travailler sur ce jeu-là du changement, et avoir toujours l'espoir que l'enfant s'améliorera avec des moments aussi de régression. Et puis que l'enfant, bah oui, il teste les limites. Et ce qui est extrêmement bien traitant, c'est de savoir que les limites, elles sont là et elles demeurent là. Et qu'il y a une fiabilité, qu'il y a une vraie confiance dans la capacité du parent, effectivement, à poser les limites. Même si des fois, elles sont là et qu'il les déroge, et que derrière, il va dire ouais, mais là, j'ai dérogé les limites. Ouais, là, j'ai peut-être été fragile. Ou là, j'ai peut-être cédé. Voilà, bah oui. Mais je continue de concevoir et de maintenir que les limites, elles étaient là. Mais en tant qu'humain, j'ai pu aussi. Tout ça, ça me paraît être extrêmement bien traitant. Ouais, sain, en fait, presque. Oui, une forme de transparence aussi. Et du coup... On disait effectivement, parler avec les enfants, c'était pas parler comme là ils parlent, au point de nous saouler, et de prendre la parole et d'envahir l'espace de parole, et de tout écouter et que tout est entendable. Non. Ce qu'elle laissait entendre par le dialogue, c'était effectivement la dimension sémiotique de mise en mots, la symbolisation de nos émotions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se joue et comment effectivement je peux mettre des mots pour que ça soit intellectualisé et que l'enfant construise des petits îlots dans son cerveau de représentation, de tiens, dans tel contexte il peut se passer là, ça, tiens, dans tel contexte il peut se passer là, et que ça formate comme ça certaines actions, réactions, voilà, et que ça soit suffisamment fiable, ça. Parce que ça va lui créer une vraie sécurité interne, une sécurité affective au sein de son coco-parental, mais également une sécurité affective dans son propre cerveau, qu'il pourra transporter avec lui partout, indépendamment
de la présence de ses parents ou de la présence du gendarme, entre guillemets. Toute cette bientraitance, si on se projette dans un monde idéal où il y a de la bientraitance à tous les niveaux, hein, parents, enfants, profs, élèves, enfin voilà, médecins, patients, enfin usagers, je ne sais pas comment on dit maintenant, mais l'idée c'est dans ce monde extraordinaire, c'est quoi ta vision? Ça ressemble à quoi ce monde-là où Alors, je tout le pense monde que est ce bien monde traité? n'existe pas et n'existera pas. C'est-à-dire que ça reste un idéal. C'est-à-dire que ça reste un objectif à atteindre. C'est-à-dire que c'est un cadre idéal, mais qui est inatteignable. Ça me paraît être simplement, oui, un cadre philosophique. Au niveau de la Haute Autorité de Santé, ce sont des prescriptions, des prescriptions faites comment dire, aux soignants pour accompagner possible son patient. Mais après, ça résiste à la réalité et au contexte du quotidien. Et ces mêmes prescriptions traduites dans le rapport de l'enseignant à l'élève, c'est juste un idéal, mais évidemment que ça n'est pas totalement et toujours applicable. Donc je ne crois pas que ce monde-là advienne un jour. Mais c'est si Pas dur sûr que ce soit... ça, c'est si dur que ça finalement de prendre soin de l'autre, de le respecter, de l'aimer suffisamment pour se mettre à son niveau. Oui, mais oui. Et en même temps, ne faut-il pas faire l'expérience aussi de la maltraitance pour pouvoir justement se rappeler qu'il faut être bien traitant? Ne faut-il pas l'avoir vécu à certains endroits et à certains moments de sa vie pour pouvoir redonner de la valeur au concept de bientraitance? Donc, je crois que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est yin et yang. Hein. Enfin, donc, non, je n'imagine pas un monde fait que de bientraitance. D'accord. Oui, ils s'en rendraient même plus compte, quoi. Il y a des secteurs et des endroits où c'est plus important de promouvoir cette philosophie, et ce sont les secteurs où les personnes sont vulnérables. Donc, les patients, les personnes en fin de vie, personnes âgées ou personnes en fin de vie, pour des raisons oncologiques, des raisons médicales, et puis les enfants. Les enfants sont vulnérables. Donc, il faut rappeler ce cadre-là et veiller à ce que ce cadre-là soit presque, idéalement atteint pour ces personnes vulnérables. Donc, d'ailleurs, la bientraitance, elle est essentiellement présente pour, ce sont des enfants de l'ASE, c'est en service oncologique pour des personnes qui ont le sida, c'est des personnes en fin de vie. Toutes ces recommandations, elles sont d'autant plus présentes, et la bientraitance, elle est dans ces univers-là. Par contre, elle n'est pas dans l'univers scolaire. Et d'ailleurs, moi-même, ma première expérimentation, elle a été auprès d'élèves 10, donc qui étaient particulièrement en souffrance, qui étaient à la fois des enfants et en même temps qui avaient une pathologie invisible. C'est quoi 10? Tu peux dire 10 dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Il y avait même dyspraxique. D'accord. Voilà, donc plus on va effectivement sur des populations fragiles, plus l'exigence de cette posture bientraitance est importante. Qu'est-ce qui est important en termes de valeur pour toi dans la bientraitance? Le respect de l'autre dans ses particularités, dans ses différences, et faire de la différence une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, entendre un enfant qui dit mais non, je veux pas avoir ce travail différent des autres parce que je veux pas être différent, mais en fait, tu es de fait différent. Et heureusement, c'est justement ton identité, c'est pas d'être identique aux autres, ça c'est ton humanité, tu es un humain. Mais après, ta différence fait que tu es ce que tu es. Donc c'est cette différence-là qui peut être mise en exergue, mise en valeur par la posture de bientraitance, puisqu'on traite en fonction des besoins et des particularités de chacun. Donc c'est et on va aller recueillir justement ces particularités-là. Donc et valoriser ces particularités-là. Donc on est vraiment très très loin de la normatisation, de la formatisation, on est très très loin effectivement de l'homogénéisation. C'est au contraire une apologie de l'hétérogénéité. Et toi, justement... Mais l'être humain aime les choses homogènes. Et en fait, l'être humain, le souci, c'est que en fait, pour qu'il y ait de l'ordre, on a besoin que tout soit pareil, que tout soit
lisse. On n'aime pas les choses rugueuses, avec des aspérités. Ça, c'est notre cerveau, hein. On a un cerveau qui a un mode de fonctionnement qui est de ce type-là. On a besoin de faire des catégories, et puis on met les choses ensemble. Voilà, enfin, moi, je suis la première à trier les Lego avec les Lego et les Playmobil avec les Playmobil. Sauf que quand ils veulent jouer aux pirates, ils vont mélanger les bateaux des Lego avec les bateaux des Playmobil. Et le jeu va être beaucoup plus créatif et beaucoup plus constructif comme ça. Mais on peut ça, et puis après on met dans les boîtes. Pas un problème. Enfin, voilà. Mais le cerveau humain, un enseignant face à une classe, idéalement, il va avoir des enfants de la même taille, assis de la même façon, si possible avec une blouse, ayant le même niveau scolaire, parlant la même langue, enfin voilà, avec peut-être même rangée de droite ceux qui ont des lunettes, rangée de gauche ceux qui n'en ont pas, etc. etc. Enfin, j'exagère, hein, je pousse à l'extrême, mais et en fait, c'est drôlement apaisant pour la personne qui du coup a à gérer non plus une diversité, non plus 30 élèves, mais a à gérer une classe. Donc on passe de je dois gérer 30 entités à je dois gérer un groupe de moutons, hein, forcément un groupe de 30. Donc effectivement ça facilite les choses. Mais là après c'est une question d'effectif, hein. Il suffirait qu'ils soient moins nombreux pour que ce soit du coup gérable. Mais voilà, donc moi c'est vraiment l'apologie de la différence et le concept de bientraitance, c'est vraiment prendre la personne dans l'état qu'elle est, là où elle est, avec sa personnalité, ses aspérités, ses modalités de fonctionnement atypiques, et l'accompagner de là où elle est, en ne niant pas, en ne gommant pas, peut-être même en valorisant ou en s'appuyant sur ses particularités. Et toi, personnellement, tu la connais, ta singularité, ta valeur ajoutée? Oui, je pense l'hyperactivité, qui est plutôt un symptôme, voilà. La dispersion psychique, qui est aussi plutôt un symptôme. Voilà, je suis complètement dispersée, complètement éclatée, hein. Et qu'est-ce Je que suis ça complètement... t'apporte surtout? C'est ça qui compte finalement, non? Ben, alors c'est déjà d'avoir quand même un axe et puis de pouvoir effectivement, du coup, Tu vas au pirate? ouais, peut-être rayonner, étudier. Enfin, il y a quelque chose d'un peu arborescent, enfin qui est un peu connecté, qui moi me va bien. Je trouve ça extrêmement riche. Ça permet d'aller dans plein d'univers différents et puis d'avoir une souplesse du coup d'adaptation puisque ça permet de cheminer dans des sphères très très éloignées les unes des autres. Là, moi, ma thèse, elle est complètement pluridisciplinaire. Et je fonctionne avec vraiment des repères et des cadres qui se superposent. Et moi, ça me remplit. Oui, ça me donne de l'épaisseur. Ouais. Ça m'étoffe. Ouais. Ça. S'il te restait 18 minutes pour transmettre ton message singulier au monde, ce serait lequel? J'aurais tendance à dire donne sans compter, fais confiance dans les gens, dans le monde, pour que ce que tu donnes à un moment donné, sans compter, sans réfléchir, de façon instinctive, te permettra d'avancer, te permettra de mieux fonctionner, te permettra de bien être, euh, te permettra à un moment donné ou à un autre d'oser demander, d'oser prendre, d'accepter, d'accueillir des mains tendues. Oui, quelque chose de l'ordre de l'échange, mais qui ne serait pas un échange immédiat. C'est-à-dire que donner sans réfléchir à pourquoi on donne, à qui on donne, et sans penser à quelque chose un petit peu de l'ordre du commerce relationnel, en attendant effectivement qu'il y ait un retour. Mais donner peut-être avec, ouais, il n'y a pas de merci, cette personne disparaît, mais à un autre endroit, quelqu'un donnera. Et, et, on, et qu'il y ait une espèce de logique comme ça. Et que cette confiance-là, ça permet d'être posé, de ne plus avoir peur. Et de ne pas avoir peur de la fin, de la mort. On parle des 18 de 18 minutes, alors je sais pas, peut-être les 18 dernières minutes. C'est de se dire, ben voilà, j'ai accompli des choses, j'ai aidé des gens, d'autres m'ont aidé, d'autres pas. Et je peux me regarder dans un miroir sans avoir honte ou être gênée de comment j'ai fonctionné. Merci pour ce message. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas encore posée et tu aurais bien aimé que je te la pose, ou en tous les cas quelque chose qui te tient à cœur et tu as envie d'en parler? Par exemple, ton association Potentiel 10. Alors Potentiel 10, c'est une association qui œuvre à la bientraitance des enfants
pas simplement des élèves, des enfants, mais également de ceux qui s'occupent des enfants, donc des parents, des enseignants, des soignants. C'est-à-dire que voilà, c'est comment accompagner toute personne en charge d'accompagner des enfants ou des patients, comment accompagner ces personnes-là à un accompagnement bien traitant. Donc en fait, on diffuse de l'information et on essaie de faire se connecter et d'agréger les différentes choses qui se font de part et d'autre de façon isolée en termes d'associations, de connaissances, d'articles, de conférences. Et on a une grande plateforme de partage où chacun peut venir chercher des choses qui l'intéressent et également adresser ou envoyer des pratiques ou des articles ou des ateliers qu'ils font dans un but absolument non lucratif, mais donner l'accès à quiconque de tout ce qui peut se faire autour de l'accompagnement des enfants et notamment des enfants atypiques. Voilà. Donc on a une page sur laquelle les gens postent librement et j'ai cette confiance-là qu'ils ne postent pas n'importe quoi. Et ça fonctionne. Et puis on a la plateforme du site où là, la webmaster, les administrateurs postent des informations répertoriées, catégoriées, où là on vient chercher de l'information. Et c'est nous qui la diffusons. Voilà. Tandis que sur Facebook, c'est un partage avec une vraie confiance dans les enfants EIP, par exemple, de mettre les bouquins qu'ils ont lus et qui veulent en dire quelque chose. Telle maman qui a fait un anniversaire pour ses jumeaux en différenciant un bout de la nappe bleue et un bout de la nappe rose pour que l'anniversaire du même jour soit quand même différencié. Et l'idée est carrément géniale. Et pourquoi elle ne ferait pas partager d'autres parents de jumeaux? Enfin, enfin voilà, c'est toute idée, astuce, truc partant du terrain, de l'enseignement, des parents, des professionnels de soins, qui peut être voilà, une information pertinente pour d'autres. Voilà. Et c'est déposé là, en vrac, parce que c'est Facebook. De toute façon, je vais mettre avec ton interview tous les liens qui peuvent contribuer à continuer à renforcer, à faire vivre ce réseau qui, je trouve, est juste essentiel là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est cool, vraiment, voilà, de faire ça. Merci. Dans mon métier, dans l'accompagnement que je fais, j'invite de façon créative à aider les gens à se reconnecter à leur essence profonde, parce que je trouve effectivement que la singularité, c'est vraiment le point de départ à tout ce qui va être fait après, à la marque de fabrique, voilà. Et voilà, profondément, c'est quoi ton essence? Est-ce que tu sais, dans ton ADN, dans chacune de tes cellules, dans cette programmation-là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui coule, qu'est-ce qui est ancré, marqué comme information qui fait dire, ben voilà, aujourd'hui je fais ça, mais parce que je suis ça. Voilà. Alors là, comme ça, ce qui me vient, c'est l'idée de rentabiliser son passage sur Terre. En fait, de mettre en œuvre son potentiel, d'avoir l'audace, de se sentir autorisé et accompagné dans la production d'une œuvre créative propre à chacun, qu'on laisse quelque chose, ou qu'on laisse une trace de notre passage, qu'on ait servi à quelque chose. D'utile au plan humain, philosophique, éthique, enfin voilà, qu'on ait avancé. Enfin, moi, je suis toujours dans le partage de la pensée scientifique et de la croyance, enfin, voilà. Et je pense qu'on a une pensée qui est quand même très, très bridée, très, très embrigadée par des formats. Et j'ai l'impression de contribuer à mon niveau et de pousser les gens à ouvrir des portes, à aller voir plus loin, à oser, à prendre aussi quelques risques. C'est pour ça aussi qu'il faut les accompagner. Si tu avais un symbole, une image, un élément, quelque chose qui symbolise... Le nucléaire. Ah ouais. Le nucléaire. Tu peux expliquer parce que ça va faire bizarre. Je pense si je le laisse comme ça. Parce que c'est hyper puissant, hyper utile. Mais par contre, il faut du cadre, il faut une enveloppe, il faut de la sécurité.
il faut des personnes qui sont là et qui protègent le nucléaire. Voilà, donc le nucléaire. Ouais. Moi, je me sens nucléaire. J'entends. Ça se traite pas n'importe comment, le nucléaire. Ça se bien traite. Merci pour vraiment ce moment intense de partage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Juste merci de me donner l'occasion de cette conversation. C'est vrai que c'était un réel plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont finalement articulés, je crois, autour d'une notion essentielle qui est celle de l'amour. Merci, à bientôt.